Bonjour les amis. Alors, je suppose que vous connaissez mon voisin. C'est Jean-Michel Cohen, la chaîne qui a de la patate et qui raconte pas de salade. C'est bien ça. C'est exactement ça. Voilà. Ouais, c'était exactement ça. Voilà. Alors, à ce sujet-là, écoute, on aimerait bien entendre ce que tu as à dire. Tu sais que le plus grand problème, non, c'est pas le plus grand problème, mais un des problèmes du malade du cancer, c'est que manger pour pas se faire du mal, pour pas nourrir son cancer et quand même kiffer un peu, si on peut parler comme ça. Oui. En premier lieu, je voudrais te dire que le cancer, c'est une maladie dont on est atteint depuis qu'on est. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on a appris ces dernières années. C'est que quand on faisait des autopsies de personnes après 70 ou 80 ans, on se rendait compte pour les hommes que plus de 80% des hommes avaient des cellules cancéreuses dans leur prostate et qu'une grande partie, après 80 ans, 100% des femmes avaient des cellules cancéreuses dans leur organisme. C'est lié au fait, en réalité, au fait que notre organisme, avec les années, va dégénérer. En fait, on a une programmation génétique et donc nos chromosomes sont équipés non seulement pour se restaurer et fonctionner normalement, mais également pour alimenter la production d'un certain nombre de bonnes cellules. Mais comme en vieillissant, on va perdre une partie de ces bonnes cellules et que on va finalement, en quelque sorte, épuiser ce stock, on va se retrouver dans la situation où finalement nos cellules vont dégénérer et où elles vont potentiellement devenir cancéreuses. Et c'est de ça qu'on croit devoir décéder, mais en réalité, on ne décède jamais d'un cancer, on décède de la suite du cancer, c'est-à-dire ce que j'appelle la suite du cancer. C'est que le cancer, il y a quelque chose de très particulier, c'est une cellule extrêmement vicieuse qui a pour objectif, une fois qu'elle s'est installée quelque part, de mettre autour d'elle des cellules espions. Ces cellules espions lui permettent de se dissimuler et pendant ce temps-là, elle va développer elle-même un système, un réseau vasculaire, donc des vaisseaux sanguins, et elle va essayer d'infiltrer le corps progressivement. Certains y voient un aspect philosophique, c'est-à-dire notre fin est programmée. En fait, il y a même une stratégie pour dire qu'on aurait, entre guillemets, pour être drôle, une durée de péremption. Et d'autres y voient simplement une dégénérescence qui serait liée aux problèmes d'alimentation ou aux problèmes d'environnement. Il y a deux choses qui sont importantes pour les cancers. La première chose, c'est l'affaire du surpoids. Pourquoi le surpoids est un problème? Le surpoids est un problème dans la mesure où il y a un excédent de cellules. Donc cet excédent de cellules, il offre la possibilité à chacune de ces cellules de dégénérer. Parce que quand il y a un excédent de cellules, il n'y a pas seulement des cellules adipeuses, il y a un ensemble de cellules qui se créent autour de ça. Donc il y a deux choses qui sont fondamentales dans les cancers. C'est un, le surpoids, après on va parler de l'alimentation, et deuxièmement, le sucre. Le surpoids à cause de l'excédent des cellules, mais également à cause de la mobilisation vasculaire, ce que je venais de vous dire à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que quand on a un cancer, la plupart des gens sont traumatisés à l'idée d'avoir un cancer, surtout s'ils maigrissent. Parce qu'en fait, on a assimilé dans la population l'affaire de maigrir avec cancer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient se protéger en mangeant. On maigrit d'un cancer, non pas parce qu'on n'est pas nourri suffisamment, mais parce que le cancer consomme énormément d'énergie. Donc, c'est ce qui fait maigrir. Mais par contre, être maigre protège un peu plus, ou être mince. Quand je dis maigre, je ne veux pas tous vous entraîner à faire un régime, hein, mais être à un point normal ou à un point mince est un facteur protecteur du cancer. Pour le sucre, on s'est rendu compte que les sucres rapides, je ne vais pas rentrer dans des termes trop scientifiques, mais les sucres rapides avaient pour propriété de stimuler un système enzymatique qui lui-même favorise la prolifération des tumeurs cancéreuses. On s'en était rendu compte au Japon quand on a vérifié que la relation entre cancer du sein et sucre était majeure chez les gros mangeurs de sucre. Donc ça veut dire qu'une femme qui surconsomme du sucre a une probabilité de développer un cancer plus de 50% supérieure à une autre femme. Donc première chose, dans tous les cancers, c'est la réduction des sucres rapides, de préférence la suppression des sucres rapides. Alors quand je dis les sucres rapides, si je prends l'exemple d'un petit déjeuner, je vais prendre du pain, je ne le considère pas comme un sucre rapide. Mais si je prends un pain de mie, c'est un pain qui va contenir des sucres rapides parce que pour des problèmes de conservation, on a rajouté un peu de sucre à l'intérieur. Ce n'est pas trop grave.
Mais disons que si je prends un pain normal ou un pain traditionnel, ça marchera mieux. Je peux prendre… L'histoire du jus de fruits est une bêtise sans nom parce que le jus de fruits, et en particulier les jus de fruits et commerce, c'est rien d'autre que de l'eau sucrée aromatisée. Les apports en vitamine C sont tellement faibles. On compte en général 20 mg pour 100 ml avec une mauvaise absorption, mais ces 20 mg, il en faut 100 mg dans l'alimentation, il y en a dans tout le reste de l'alimentation. Finalement, on boit de l'eau sucrée aromatisée. Le jus de fruits n'a d'intérêt que si on croque un fruit ou si on l'accompagne de la pulpe, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Donc déjà, je peux éliminer ça. Je peux éliminer la confiture et le miel si j'en prends. Et évidemment, dans le restant de la journée, je vais éliminer tout ce qui va être sucre rapide, c'est-à-dire les biscuits, les gâteaux, les bonbons, les sodas. Bref, partout, je vais trouver des sucres rapides. Je vais quand même conserver les sucres lents, mais les sucres lents, je vais essayer de les consommer avec un indice glycémique pas trop élevé. Donc, par exemple, je préfère quelqu'un qui mange des pommes de terre bouillies plutôt que des pommes de terre en purée, parce que les pommes de terre en purée font monter l'indice glycémique. Donc, ça veut dire que ça va dégrader un peu plus le sucre. Donc, voilà, ça, c'est la priorité, c'est les sucres rapides. La deuxième priorité que je dirais en termes d'alimentation aujourd'hui, c'est le microbiote. Ça veut dire, aujourd'hui, on a une relation très, très forte entre beaucoup de cancers et le microbiote. Le microbiote, vous savez que c'est la flore intestinale qu'on a de façon naturelle parce qu'elle nous est donnée par notre maman à la naissance. On pensait au début que c'était le microbiote sanguin maternel, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un microbiote qui nous arrivait au moment de l'accouchement. Donc, pour alimenter ce microbiote, en général, on fait chercher les produits fermentés. C'est pour ça que chez quelqu'un qui veut essayer d'avoir un microbiote plus fort, on va développer tout ce qui va pouvoir provoquer une fermentation dans l'intestin et améliorer le microbiote jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, les greffes fécales, c'est-à-dire qu'on prend des microbiotes d'une personne qui est en bonne santé, on les introduit dans une personne qui aurait une maladie. On est en train de travailler sur le sujet. Il y a notamment une start-up israélienne qui s'appelle D2 qui travaille là-dessus et on essaye de modifier le profil du malade. Ça, c'est expérimental. Mais disons que si je veux simplement améliorer mon microbiote, mais il y a des choses très, très simples à faire. Ça veut dire, par exemple, vous voyez, les Coréens mangent, mais je crois que ça se trouve à peu près partout maintenant, ils mangent partout du kimchi. Le kimchi, c'est quoi? C'est simplement des légumes fermentés. Ce n'est pas très répandu en France. C'est un mélange qui est composé en général de piments et de légumes qu'on a fermenté, c'est-à-dire qu'on a trempé dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que ça développe une certaine acidité. En France et en Europe, ça se consomme essentiellement sous la forme de chou chinois. Et dans la version coréenne, les ingrédients qu'on utilise le plus souvent, c'est le chou chinois, les carottes, les radis, l'ail, le piment, l'oignon, mais aussi certains mettent des fruits de mer comme les crevettes. Et alors, les lactobacilles, qui sont vraiment impliqués dans cette fabrication, dans cette fermentation du kimchi, ça entraîne une concentration supérieure à celle du yaourt. Donc, c'est un produit qui est meilleur que celle du yaourt. Et d'ailleurs, les chercheurs de l'Institut Kimchi en Corée, ils ont réussi à démontrer que les bactéries qu'on trouve dans ce produit fermenté produisent une vitamine qui s'appelle la vitamine K2. Et c'est une vitamine qui est particulièrement importante dans les phénomènes de bonne croissance de nos cellules, croissance en bonne santé. Et ça aurait aussi des propriétés anti-inflammatoires. Par exemple, le traitement des patients atteints de cancer, en général, ça comprend la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et la plupart de ces cancers, de ces traitements, provoquent des effets indésirables comme des anémies, la baisse des globules blancs, des problèmes de la sphère buccale, des vomissements. Eh bien, on a montré que ça renforçait ces produits fermentés, l'efficacité des médicaments antitumeurs. Donc, c'est extrêmement intéressant. En France, on peut simplement se contenter de manger de la choucroute. Et une étude qui a été réalisée en Indonésie a montré que la bactérie qu'on trouvait dans la choucroute, elle donnait une réponse anti-inflammatoire au niveau de l'intestin. Et on avait vu qu'elle permettait de développer des substances comme les flavonoïdes, qui sont des substances antioxydantes. Si je veux continuer dans les produits fermentés pour alimenter le microbiote, je vais manger du fromage. Pourquoi? Parce que le fromage, il est fabriqué en général avec au point de départ une bactérie différente qui va fermenter le lait et qui est à l'origine
du produit, on va avoir une qualité de microbiote différente. Alors, il y a des fromages qui sont plus particulièrement intéressants que d'autres. C'est assez rigolo. Par exemple, le parmesan, la mimolette, le gouda et même le camembert. Quand je vous parle comme ça, je ne vous parle pas en vous disant des trucs au hasard. Je vous parle en vous parlant d'expérimentations qui ont été faites dont je ne vous cite pas les références médicales. Les yaourts, pareil, possèdent des propriétés, ça tout le monde le sait, pour alimenter le microbiote. Et on va rajouter également les crucifères. Donc les crucifères, vous savez ce que c'est, on en parle tout le temps. C'est toute la famille des choux, choux-fleurs. Aux États-Unis, on mange beaucoup le chou kale, mais en fait, c'est tout ce qui est chou. Et il y a un truc un peu plus original, mais qui est très intéressant, qui s'appelle les pousses de bambou. Et par exemple, en Chine aujourd'hui, quand on soumet des souris à un régime riche en graisse de bambou, on a remarqué que parallèlement à ça, on obtenait une réduction des cellules cancéreuses de l'ordre de 20%. Alors tout ça, je vous le dis un peu dans le désordre, mais pour vous dire que finalement, il y a plusieurs façons, il y a trois grandes façons d'intervenir pour améliorer le cancer. Le microbiote dont je viens de vous parler, il y a également l'immunité. Donc, il y a d'un côté le microbiote, je vous ai parlé de ces produits fermentés. D'un deuxième côté, vous allez avoir tout ce qui va favoriser l'immunité, puisque l'immunité est censée nous défendre contre l'agression des corps étrangers et la cellule cancéreuse est vécue comme un corps étranger. L'ail, par exemple, a de merveilleuses propriétés. On a, par exemple, donné de l'ail, on a donné 40 grammes d'ail tous les jours à un groupe d'individus et à un autre groupe d'individus, on n'a pas donné d'ail. Et on a regardé, alors ça ne parle pas de cancer, mais on a regardé les effets sur la grippe. Et on s'est rendu compte que dans le groupe où il y avait 40 grammes d'ail, les effets, les syndromes de la grippe étaient beaucoup moins forts que dans l'autre groupe. Donc l'ail a des vertus intéressantes. Le deuxième facteur qui est intéressant, c'est les champignons. Et en fait, là aussi, l'étude, elle portait sur des tests salivaires. Ça veut dire qu'on donnait 100 grammes de champignons tous les jours à un groupe, pas de champignons à l'autre groupe. Ensuite, on faisait des prélèvements sur la salive et on remarquait que la salive était plus riche en immunoglobulines, c'est-à-dire qu'elle montait l'immunité de la personne. Donc, on agit sur le microbiote, on agit sur l'immunité. Et pour agir sur l'immunité, on va agir aussi avec d'autres aliments. Ces autres aliments, ça pourrait être, sans vous citer les choses très compliquées, ça sera le jus de raisin, parce que le raisin contient des substances antioxydantes intéressantes. Ça sera le thé vert, et oui, ça marche effectivement. Et ça sera de nouveau les crucifères, mais vraisemblablement plus les pousses de crucifères. Quelqu'un m'a posé la question récemment sur Facebook. Ce qu'on appelle les pousses de crucifères, c'est le crucifère au moment de sa germination. Et donc, il est beaucoup plus riche en micronutriments, il est beaucoup plus riche en antioxydants que les autres. Donc, voilà un deuxième paramètre pour agir sur le cancer. Les aliments principaux, c'est l'ail, les champignons, les pousses de crucifères, le thé vert et le jus de raisin. Alors, je n'ai pas dit le vin parce que ce n'est pas la même chose le jus de raisin que le vin. Et évidemment, vous comprenez bien que si je donne du vin, je vais avoir un effet collatéral qui n'est pas aussi bon que le reste, quoi. Donc, voilà pourquoi je vous disais ça. Après, vous avez un troisième système qui fonctionne bien, c'est ce qu'on appelle le système vasculaire. Le système vasculaire, c'est ce qui va permettre de vous donner une qualité d'alimentation, une qualité alimentaire. C'est ce qui va vous permettre, pardon, pas une qualité alimentaire, mais ce qui va vous permettre de vous donner un système vasculaire en très bon état, donc qui va lui à la fois freiner le développement d'un système vasculaire anarchique et qui va augmenter la qualité de votre système personnel. Eh bien, on se rend compte dans ces cas-là. Alors, par exemple, je voudrais vous parler des oméga-3 parce que les oméga-3 améliorent le système cardiovasculaire et sont intéressants dans la prévention du cancer quand on en prend à des doses raisonnables. Et il y a des gens qui les prennent à des doses abondantes. Et quand on a testé cette chose sur les oméga-3, on a comparé la dose d'oméga-3 qu'on devait prendre normalement, qui tourne selon les pays entre 1,6 g et 2,4 g. Grosso modo, c'est entre 2 cuillères à café et une grosse cuillère à soupe d'huile de colza, hein, pas plus, pour vous montrer que ce n'est pas si important que ça. Et on a comparé ça à des gens qui prenaient des tas de gélules d'oméga-3 sur une période d'à peu près 15 ans. Ça s'est fait depuis 15 ans. Et on a vu que certes, c'est ceux qui avaient beaucoup d'oméga-3 ont amélioré le système cardiovasculaire. C'était vrai, il y avait moins d'incidents cardiaques,
Mais par contre, on a relevé que le taux de cancer était plus important. Donc, ça veut dire que pour les oméga-3, contrairement à ce qu'on a dit et pensé à un moment donné, il ne faut pas s'en saturer. Les oméga-3, d'abord, il y en a dans beaucoup de choses. Il y en a essentiellement dans les poissons gras. Et les oméga-3, on les trouve également dans les végétaux, puisque si les poissons contiennent des oméga-3, c'est simplement parce qu'ils se nourrissent du plancton, qui est un système végétal. Donc, ça veut dire que sur les poissons gras, contrairement à ce qu'on a dit à un moment donné, où on a vu des gens qui se ruaient sur les oméga-3 en gélules et en poissons gras, il faut en manger un peu, pas plus. Si vous ne mangez jamais poisson gras, une cuillère d'huile de canola, de colza, canola c'est le terme américain, une cuillère d'huile de colza par jour, ça suffit largement. Si vous ne prenez pas d'huile de colza et que vous prenez de l'huile d'olive parce que les rapports oméga-3 oméga-6 ne sont pas très bons, alors à ce moment-là, vous pouvez prendre 2 fois par semaine des poissons gras, saumon, thon, maquereau, sardines. Le deuxième facteur intéressant, c'est le jambon de Parme. Eh ouais, le jambon de Parme est un produit intéressant pour le système vasculaire, mais en fait, c'était parce qu'il avait un rapport oméga-3 sur oméga-6 qui était intéressant. Donc, quand on a parlé des poissons gras, on aurait pu parler du jambon de Parme aussi. Alors, je ne vous refais pas le coup sur les crucifères, vous voyez leur importance dans le cancer, mais c'est un produit qui est bon pour le microbiote, mais il a 2 composés extrêmement intéressants en plus du microbiote. Un composé qui s'appelle le sulforaphane et un autre composé qui s'appelle l'indole 3-carbinol. Et tous ces deux composés, ils ont des actions antitumorales reconnues parce qu'ils inhibent la prolifération des cellules tumorales. Donc, ça veut dire que vraiment, dans notre alimentation, on est obligé de consommer particulièrement du chou, des brocolis, des choux de Bruxelles, de la salade kale. C'est vraiment important. 28% de diminution de prolifération du mélanome, 60% du cancer de la prostate, 30% du cancer de l'œsophage, 40% pour les leucémies. Autre catégorie, je ne veux pas vous inonder parce que de toute façon, il y aura un livre qui sortira en septembre, je pense, là-dessus, c'est des tomates à l'huile d'olive. Alors, les tomates, pourquoi? Parce que, alors je rajoute à l'huile d'olive pour vous faire rigoler un peu, mais les tomates à l'huile d'olive parce que c'est la source aujourd'hui, les tomates la plus importante en lycopène. Le lycopène, c'est un pigment de la famille des carotènes qui a intéressé les chercheurs du monde entier pour ses bienfaits pour la santé. Et on a observé à plusieurs reprises que les régimes riches en lycopène ont une incidence significative sur la réduction des risques pour certains cancers. Les chercheurs britanniques considèrent que le risque de cancer de la prostate a diminué de 20% chez les hommes qui mangeaient l'équivalent de 2 tomates par jour, sous quelque forme que ce soit, en soupe, en salade, en sauce, en jus, en purée. C'est pour ça que la bataille contre le ketchup, elle a de la valeur à cause du sucre, mais en termes de produit chez quelqu'un, par exemple chez les gamins, ça n'a pas trop de valeur. Le peu de sucre que cela reportait était complété par l'excès de lycopène qu'il prenait. Et il y a eu une revue exhaustive qui a porté sur les risques de cancer de l'estomac et du poumon. Et dans la tomate, vous ne trouvez pas simplement le lycopène, vous trouvez d'autres caroténoïdes comme la rutine, alors là je fais mon scienteux, ou la bêta-cryptoxanthine, qui sont des produits également aux vertus antioxydantes. Alors pourquoi je dis à l'huile d'olive? C'est parce que quand vous cuisez des tomates dans de l'huile, vous transformez le lycopène et vous le transformez en un lycopène actif. Et ce lycopène actif, il devient beaucoup plus puissant que le lycopène normal. Donc finalement, la recette de la sauce tomate à la maison est une très bonne recette pour les cancéreux. Alors, on a 2 autres produits qui sont intéressants. Vous allez voir comme c'est drôle. Et ça, c'est toutes les expérimentations qu'on a dans les instituts agroalimentaires du monde. C'est les pommes et le cidre. Alors, pourquoi ces 2 produits? Eh bien, les 2 produits, c'est parce qu'ils contiennent un produit qui s'appelle l'acide caféique, qu'on trouve normalement en petite quantité dans le café, mais qui est plus important dans les pommes et dans le cidre, et de l'acide férulique, qui ont une activité antitumeur directe pour les cancers du sein et pour les cancers du foie. Plus généralement, de toute façon, les flavonoïdes, c'est-à-dire les antioxydants de la pomme, pourraient limiter le risque de survenue de différentes formes de cancer, entre autres le poumon, le cancer, le foie, et ça limiterait même la prolifération des métastases. Il y a eu des données sur les liens entre alimentation et vieillissement qui ont montré aussi que la pomme, elle avait des vertus hypocholestérolémiantes, ce qui réduisait les risques cardiovasculaires. Et les chercheurs britanniques de l'université d'Oxford ont montré que manger une pomme par jour, vous voyez, ce n'était pas idiot, hein, le slogan, aurait le même impact
que consommer une statine, c'est-à-dire les médicaments contre le cholestérol. Et elle pourrait prévenir chaque année, c'est leur calcul, c'est les méthodes statistiques, 8500 décès de maladies cardiovasculaires chez les plus de 50 ans. Et comme le cidre, il est préparé à base de jus de pomme, il y a eu une étude américaine qui a montré une amélioration des lymphomes chez des personnes qui consommaient seulement 2 verres de cidre par semaine. Alors, je vais continuer en vous parlant des fruits rouges. Les fruits rouges, en fait, ils sont intéressants. Vous voyez que dans les pays anglo-saxons, on consomme beaucoup des cassis, des érelles, etc. En fait, ils contiennent 2 choses intéressantes, c'est l'acide élagique et les anthocyanes, qui ont une action préventive, cette fois-ci, sur le développement du cancer. Donc, quand vous mangez du cassis, des mûres, comment ils appellent ça au Canada là, des bleuets. Non, des violets, ouais, voilà. Violets. Oui, c'est ça, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, tu manges du poisson, il y a des violets, tu manges des fruits, il y a des violets. Bon. Et en plus, et plus la couleur des fruits est foncée, plus ça voudrait dire qu'ils sont riches en phytonutriments. Donc, ça veut dire que quand vous les prenez, donc par exemple par rapport à une cerise rouge, etc., je préférerais prendre une cerise noire parce qu'elle a beaucoup plus d'intéressante. Elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle contiendra plus d'acide élagique et plus d'anthocyanes. Alors, un petit mot sur le soja. Alors voilà, il est intéressant, c'est vrai. Le seul problème, c'est c'est contrebalancé par un autre effet, c'est-à-dire que il est riche en isoflavones. C'est un groupe des phytoestrogènes qui serait intéressant pour lutter contre le cancer. Mais en même temps, les isoflavones, elles peuvent augmenter la croissance des cellules cancéreuses dans les cancers du sein. Donc ça veut dire que c'est vraiment moitié-moitié. C'est-à-dire il faut en prendre, mais un peu. C'est pour ça que dans les régimes végétariens, j'ai arrêté de recommander exclusivement le soja. Il contient 2 bonnes isoflavones qui sont la diézéine et la gynestéine, mais il ne faut pas en prendre en excès. Je préférerais à la limite, vous voyez, qu'on consomme plus de légumineuses. Et il y a une légumineuse qui est totalement abandonnée, qui ne sert qu'à l'alimentation animale, mais qui est remarquable et qui s'appelle le lupin. Et ce lupin, il est extrêmement intéressant pour ça aussi. Voilà, je ne peux pas vous inonder avec tout ça. Je dirais qu'on peut manger de l'ail, des champignons, de la tomate, des poissons gras, du thé vert, des baies rouges, des légumineuses, un peu de noix. On a à ce moment-là une alimentation préventive anti-cancer. Mais tout ça doit se faire dans le cadre d'un équilibre et d'une variété, sinon ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la variété alimentaire, elle est capitale parce que chaque aliment contient environ 14 molécules. On consomme, chaque aliment, pardon, on a au moins 14 variétés d'aliments dans une journée alimentaire et chaque aliment contient entre 40 et 100 molécules différentes. Donc, vous imaginez les combinaisons que ça donne. Donc, les alimentations variées et diversifiées sont extrêmement importantes. Un mot sur la diète. On a beaucoup parlé de la diète. Le jeûne, il a des effets positifs et des effets négatifs. La vraie expérimentation qui a fait qu'on s'intéresse au jeûne, ce n'est pas inintéressant le jeûne. Ça a été démontré que quand on mettait au jeûne de 48 heures des gens qui allaient subir une chimiothérapie, on avait un impact très positif de la chimiothérapie, plus positif que s'ils n'avaient pas fait le jeûne. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que ça fragilisait les cellules tumorales. Alors moi, je suis assez prudent avec le jeûne thérapeutique. Un jeûne thérapeutique de 48 heures ne pose pas de problème. Au-delà d'un certain nombre de jours, et particulièrement 7 jours, on retrouve la fameuse phrase de Claude Bernard qui disait « Le lapin à jeun mange du lapin ». Ça veut dire que quand vous n'avez pas suffisamment à manger, vous avez une chose qui vous sert à alimenter votre corps, c'est votre corps lui-même. Donc, ça s'appelle de l'autophagie, c'est une forme d'autocannibalisme. Donc, moi, je suis assez réservé sur ce jeûne. Il faut attendre d'avoir plus d'études là-dessus pour savoir si ça marche ou non. Voilà, moi, je crois qu'avec les quelques aliments que je vous ai donnés, parce que sinon, je pourrais faire un inventaire beaucoup plus large, vous la retrouverez dans le livre qui sortira au mois de septembre, dont je n'ai toujours pas le titre. Mais je pense que tous les aliments que je viens de vous citer, à condition d'en manger régulièrement, c'est-à-dire de le mettre dans votre panier de la semaine, et de savoir pas forcément d'en manger tous les jours, mais chaque jour doit contenir au moins un minimum 2 aliments ou 3 aliments de cette catégorie. Je pense que vous avez une alimentation saine. Je répète, les 3 piliers, c'est 1, se débrouiller à pas être en surpoids, 2, se débrouiller également à limiter, mais à mort, les sucres rapides. Mais quand je dis à mort, ça comporterait presque les fruits aussi, parce que dans les légumes, vous avez un peu de sucre. Dans les fruits, vous en avez beaucoup. Le seul avantage des fruits,
c'est les fibres que vous avez déjà dans les légumes et c'est la vitamine C que vous avez aussi dans les légumes. Donc, je limiterai tout ce qui est sucre rapide, j'essaierai d'avoir un poids normal et j'essaierai de me concentrer avec tous les aliments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Boire du thé vert à la place du café, ou les deux si vous voulez, c'est pas mal. Se débrouiller à prendre un peu de jus de raisin, avoir un peu de jus de raisin à la maison, mais pas trop parce qu'il y a du sucre, mais d'avoir 2 verres de jus de raisin par semaine ou 2 verres de cidre, de manger quelques pommes, d'avoir de l'ail dans son alimentation, des tomates de préférence cuites, des champignons, etc. Tout ce que je vous ai raconté, ça peut fonctionner plutôt bien. Alors, je ne veux pas donner, tu le sais, je crois, Guy, je n'aime pas donner des recettes anti-cancer. Je pense que ça fait partie de ce que j'appelle les recettes gourous. Ce n'est pas le cas. Ce que je dis, c'est que ces aliments auraient une action positive sur le cancer. On ne traite pas un cancer juste avec les aliments, mais on peut aider son organisme à guérir ou à prévenir un cancer en ayant ce type d'alimentation. Et ce n'est pas très compliqué. C'est finalement, quand vous faites le bilan, ce n'est pas très compliqué. On a parlé des oléagineux. Le matin, je vais prendre un pain normal. Toi, tu es aux États-Unis. Je vais mettre un peu de beurre de cacahuète dessus. Je vais prendre un yaourt fermenté, pas du fromage blanc, mais je vais prendre un yaourt fermenté. Le midi, je vais me faire une salade de tomates. Je vais mettre un peu d'ail dedans. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais prendre du fromage. Ce fromage, je vais l'accompagner avec des champignons si j'ai voulu manger des champignons en plat principal. Je peux prendre une tranche de saumon en plus. Je vais finir avec une pomme. Dans l'après-midi, je vais aller grignoter peut-être, je vais boire du thé vert et je vais grignoter quelques noix. Le soir, je me ferai une grosse assiette de brocoli ou une soupe de brocoli. Puis, je vais recommencer. Je vais reprendre, je ne sais pas moi, un plat de légumineuses. Je vais mettre un mélange entre du chou et des lentilles. Et puis, je vais reprendre une tranche de fromage avec un bout de pain complet pour augmenter mon rapport en fibres. Et là, j'aurai une alimentation équilibrée. Après, on peut jongler comme on veut avec l'alimentation une fois qu'on a les aliments. Et on se garde une fois par semaine un truc fondamental. C'est qu'on connaît aujourd'hui le pouvoir de l'esprit. On se garde une fois par semaine un repas où on se lâche, où on se fait vraiment plaisir. Parce que manger du sucre une fois par semaine, ce n'est pas la même chose qu'en manger régulièrement tous les jours. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire sur un petit zoom comme ça, fait à l'arrache entre Miami et Paris. Eh bien, écoute, c'était splendide. C'était splendide. Tu as répondu ce que je voulais te partager avec les malades du cancer. Il y a juste une chose qui m'étonne, c'est le fromage. Le fromage, puisque tu sais que dans le fromage, il y a de la caséine. Et la caséine, ce n'est pas terrible pour les cancéreux. Alors, pourquoi tu recommandes du fromage? Pour sa fermentation. Parce que la caséine, pour moi, c'est une protéine. Et si tu veux, ça fait partie de ces rumeurs que je n'aime pas. Toute protéine que tu digères ne passe pas sous forme de caséine dans le sang. Quand tu manges quelque aliment que tu manges, quelques protéines que tu manges, elle va passer dans le tractus digestif, elle va arriver dans l'estomac, dans l'intestin. À la suite d'une série de réactions chimiques, la protéine va être dégradée en acides aminés. Et ces acides aminés vont passer dans ton sang et se recomposer en une autre protéine qui va servir à ton corps. C'est pour ça que les explications sur les protéines de lait, la seule chose négative sur les produits laitiers, c'est vraiment le cancer de la prostate. Clairement, les produits laitiers favorisent le cancer de la prostate chez les hommes. Et clairement, les produits laitiers améliorent le cancer digestif, le cancer de l'intestin chez les femmes. Donc, ça veut dire que c'est le seul cas de figure, le cancer de la prostate, où j'élimine les produits laitiers. Mais quand j'élimine les produits laitiers, en réalité, je ne suis pas obligé de les éliminer totalement. Je peux en conserver un peu. Mais si tu préfères alimenter ton microbiote par l'intermédiaire de ce que je t'ai dit, le kimchi, la choucroute, tout ce qui sera produit fermenté, moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Et dans les produits fermentés, il ne faut pas oublier que les légumineuses alimentent largement aussi le microbiote. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le repas du soir, j'ai parlé des lentilles, mais j'aurais pu parler des fèves, des pois chiches, etc. Aujourd'hui, si je devais recommencer mes études et choisir une orientation différente, c'est probablement vers le microbiote que j'irais. Chaque jour, on a des centaines de publications qui arrivent pour montrer l'impact et la relation du microbiote avec la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'autisme, l'obésité, etc. Très récemment, on a même eu
un fragment d'explication de la réponse inflammatoire du corps au Covid, où certains ont incriminé le microbiote. Sauf que ce n'est pas la peine de se jeter sur les probiotiques. Aujourd'hui, quand vous prenez des probiotiques et que vous les achetez dans les magasins, vous faites de l'aléatoire. Ça ne sert à rien. On vous a mis des souches de micro-organismes que vous trouvez dans les aliments que je viens de vous citer. Ils vous les ont mis en gélules, c'est un peu comme les oméga 3, mais en fait, vous pouviez très bien les prendre tout seul. Alors évidemment, si vous mangez jamais de produits laitiers, à condition que vous n'ayez pas de cancer de la prostate, si vous mangez jamais de légumineux, si vous mangez jamais de choux, si vous mangez jamais de choux de Bruxelles, ça peut avoir un intérêt. Mais c'est tellement aléatoire que quand je vous ai parlé de cette entreprise, il y en a deux des entreprises qui travaillent là-dessus. Il y a les Israéliens à Tel Aviv de D2 et il y a une entreprise dans la Silicon Valley aussi qui travaille là-dessus. Avant quelques années, on n'aura pas cette pilule qui permettra de fabriquer un microbiote de bonne qualité. Oui. Alors, je te remercie pour la clarté de tes explications et j'ai vu que tu as pas au début, tu as parlé des petits combattants que le cancer, Jim Allison, prix Nobel 2018, tu as parlé de l'angiogénèse, donc sans les citer, bravo pour tous les cancéreux qui ne connaissent pas tous ces termes techniques et qui vont pouvoir adorer et se servir de cette vidéo que tu viens de nous offrir. Et je te remercie 1000 fois pour moi-même et pour eux. En ce qui me concerne, comme j'ai le cancer de la prostate, le début qui a hélas métastasé, je ne mange pas effectivement de fromage. Mais par contre, dernière petite question, entre le fromage de vache et le fromage de chèvre, brebis, est-ce qu'il y a une différence ou il n'y a aucune différence? Elle est très faible. Les deux produits sont obtenus par la fermentation d'un lait, puis ensuite par l'égouttage et le caillage, l'égouttage, le chauffage de temps en temps. En réalité, les fromages de chèvre et de brebis sont un peu plus riches en protéines que les fromages de vache et le fromage de brebis est un peu plus gras. Après, ça reste une affaire de goût. Mais en termes de comparaison nutritionnelle, c'est une plaisanterie de dire il y a des gens qui ont… Mais c'est une plaisanterie de dire que c'est différent. Par contre, moi, ça m'est complètement égal qu'on boive du lait de chèvre ou du lait de vache ou du lait de brebis. C'est un lait de mammifère. Il a quasiment les mêmes propriétés, quasiment, en dehors de quelques petites variations sur les macronutriments. Ce sont de mammifères, voilà. On pourrait très bien boire, d'ailleurs, on commence notre vie en buvant du lait de mammifère, puisque, pardon pour les femmes qui nous écoutent, mais les femmes sont des mammifères et donc on commence notre vie et on assure notre croissance avec le lait car c'est une protéine complète. On a deux protéines complètes qui ont un rapport d'acide aminé qui est parfait entre acide aminé essentiel et non essentiel. Ce qu'on appelle acide aminé essentiel, c'est ceux que notre corps n'est pas capable de fabriquer, donc on est obligé de les apporter par l'alimentation, et non essentiel, c'est ceux que notre corps s'est fabriqué à partir de si on donnait que des acides aminés essentiels ou qu'un seul acide aminé non essentiel. Donc, il y a deux protéines qui sont particulièrement complètes, c'est la protéine de blanc d'œuf et la protéine de lait. Voilà. Et c'est pour ça que l'enfant assure sa croissance les premiers temps avec le lait qui est un aliment complet parce qu'il a la quasi-totalité des nutriments qui sont à l'intérieur. Ça veut dire indispensable. Il a le calcium pour la croissance osseuse, le cerveau, la contractilité cardiaque. Il a les taux de protéines et il a du sucre, puisque dans le lait, il y a du sucre, mais il y a un sucre que vous ne percevez pas, parce que le sucre du lait, c'est le lactose. Il a un pouvoir sucrant à 0,4, alors que le glucose a un pouvoir sucrant à 1 et le fructose à 2,4. Donc voilà pour le lait de chèvre et machin. Les laits végétaux, tu ne m'as pas posé la question, mais je vais y répondre. On a supprimé l'appellation lait végétal parce que lait signifie provenant d'un mammifère. On a accepté cette appellation de lait pour le lait d'amande pour des références historiques. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les laits végétaux, c'est des jus de végétaux. Si je presse un végétal, quel que soit le végétal, de l'avoine, etc., et si je le chauffe, je vais arriver à produire une espèce de produit sucré, mais qui est un jus végétal. Et on a transformé ça en lait parce qu'on lui a donné par des procédés chimiques une allure de lait, mais ce n'est pas un lait. Il suffit de regarder les compositions sur les boîtes. Et à la limite, moi, je trouve que ce sont des mauvais produits parce qu'ils sont souvent avec des graisses hydrogénées, on rajoute du sucre, c'est un produit. Maintenant, il y a des gens qui font ça avec eux-mêmes. Oui, ouais. Et l'acide phytique que contient et qui empêche donc l'absorption des nutriments. Absolument.
Et c'est pour ça qu'à la limite, si vous avez envie de boire ce type de boisson, rien ne vous empêche de faire votre boisson. Il y a des tutoriels sur YouTube pour fabriquer ses propres jus végétaux à base d'amandes, etc. Méfiez-vous également des innovations marketing. Ces derniers temps, on a vu une grosse avancée de l'huile de coco. Une nutritionniste américaine a partagé mon point de vue. On a échangé là-dessus. On a dit, pour frapper l'esprit des gens, c'est un poison. Voilà. Considérez l'huile de coco comme un poison. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui est extrêmement riche en acides gras saturés. Elle est sensiblement comparable à l'huile de palme et c'est une arnaque qui vise à redorer l'image des graisses saturées comme l'huile de coco pour permettre à certains industriels de remplacer l'huile de palme par l'huile de coco en ayant commencé d'abord par en vanter des mérites hypothétiques. Tous les débilopathes, ce que j'appelle les débilopathes, c'est tous ces gens qui s'affublent du nom de pâte quelque chose, mais qui ne sont rien du tout, les iridopathes, les plantopathes, les naturopathes, etc. Ils donnent toujours ce type de conseils. C'est un vrai poison, donc n'en prenez pas. Et dans les produits marketing dont je voulais vous parler, il y a aussi des tas de sucres qui apparaissent qui créent la confusion dans la tête des gens. Donc très récemment en France, on a les sucres de coco. Aucune particularité, c'est juste qu'on a extrait du coco, comme on pourrait l'extraire du haricot vert ou du poireau. On a extrait la partie sucrée par une opération chimique, mais c'est du sucre, c'est de l'eau sucrée ou du sirop sucré, au même titre que l'agave ou que le sirop d'érable. Donc, la plaisanterie qui a consisté à dire, je me souviens du livre du regretté Servan Schreiber avec son sirop d'agave. Le sirop d'agave, c'était du sucre de cactus, provenant du cactus. Il était moins sucré parce qu'il contenait du fructose, mais pour les gens qui avaient des problèmes de poids, le fructose se transformait beaucoup plus vite en graisse, donc ça n'avait pas d'intérêt. C'est bon à consommer, si vous voulez en consommer, c'est délicieux. Sirop d'érable, sirop d'agave, miel, etc. Ça n'a aucune particularité, ça se classe dans les sucres. Je n'ai plus rien à dire. Tu as tout dit. Eh bien voilà, dans une heure, là, à 19h, moi, je ferai mon live à Paris. On a arrêté de parler du Covid. Donc, tu sais que je fais des lives régulièrement. Oui. Eh bien, je serai présent. D'accord, mais on arrête de parler du Covid. Là, je parle maintenant amaigrissement, nourriture. Je réponds aux questions. Mais j'en ai marre du coronavirus. J'en peux plus. Eh bien, écoute, je te remercie 1000 fois. Alors, je suppose qu'il y aura plein de questions et je t'embêterai encore pour avoir les réponses aux questions que je vais avoir. Porte-toi bien, Guy. Et je t'envoie cette vidéo si tu veux la publier. Hein? Avec plaisir. Merci beaucoup. Très, très bonne journée. Au revoir, les amis. Et un grand merci à Jean-Michel. Au revoir.